L'idée d'une machine qui calcule, avant même qu'elle soit construite, a été l'objet de tous les fantasmes humains. L'ordinateur a cristallisé dès son invention les espoirs, mais aussi les peurs des hommes qui ont pris de nombreuses formes en même temps que l'ordinateur s'est développé dans nos sociétés. En reprenant les unes du magazine bien connu Time et en recherchant toutes celles qui parlent d'ordinateur, je me suis rendu compte qu'elles reflètent particulièrement bien 50 années de ces fantasmes humains. Je vous propose donc un voyage dans l'imaginaire pour tenter de comprendre ce que sont l'ordinateur et les appareils mobiles dans nos esprits. L'ordinateur, c'est une machine énorme, omnipotente, qui mange du papier et en recrache, une sorte de démiurge. Cette couverture du Time Magazine voit l'ordinateur comme un monstre, une sorte de nouveau dieu, omnipotent avec son méga cerveau qui aliène les hommes en même temps qu'elle les sert. À l'intérieur du magazine Time d'avril 65, l'article The Cybernetic Generation reprend ces thématiques. L'ordinateur industriel, qui n'est présent à cette époque que dans les grandes entreprises, IBM 360 en tête, est le nouveau démiurge. Est-ce pour le meilleur ou pour le pire? En 68, Stanley Kubrick met en scène l'ordinateur dans le vaisseau spatial qui conduira son héros, Dave Bowman, aux confins de l'univers. Le démiurge est à l'œuvre. Ses capacités de calcul lui prouvent qu'il vaut mieux se débarrasser de l'humain s'il doit mener cette mission à bien. Dave Bowman finit par désactiver entièrement l'ordinateur. Mais la question demeure, le calculateur a-t-il une âme? La racine cyber, qu'on retrouve dans de nombreuses unes de Time entre les années 82 et 90, est un préfixe issu de cybernétique. Ce mot définit la science du contrôle et des communications dans l'homme, l'animal et la machine, ou encore la science des machines qui ont le pouvoir de se conduire elles-mêmes. Il a été inventé par Norbert Wiener, un physicien américain. Selon lui, ce terme s'applique à n'importe quel système qui échange d'informations en son sein. La régulation de ces flux est intimement liée à son fonctionnement. Le sens général du mot cybernétique décrit l'homme et ses sociétés à travers de tels processus. La société humaine y est considérée comme un système d'échange d'informations plus que comme un ensemble éthique ou moral. La dimension technique y est omniprésente car c'est la machine qui permet de réguler tous ces échanges d'informations. Tous ces mots construits avec la racine cyber se réfèrent à cette peur. Toutes les interactions sociales sont désormais soumises aux machines, à une mainmise sur le monde. Un courant de la littérature de science-fiction, le cyberpunk, rend compte de ce contrôle. Avec des titres comme Neuromancien ou La machine à différence de Bruce Sterling et William Gibson, Les Saints hérétiques de Pat Callaghan ou encore Akira, la bande dessinée de Katsushiro Otomo, c'est toujours un monde soumis au contrôle d'une technique omnipotente qui est mis en scène. L'image du bon génie est un autre archétype de l'imaginaire informatique et apparaît en même temps que l'ordinateur personnel qui entre dans les foyers. Ces nouveaux self-made men sont les inventeurs du monde de demain. Ils ont pour nom Steve Jobs ou Bill Gates. Le slogan d'Apple au tout début de son développement était « un ordinateur pour le reste d'entre nous », c'est-à-dire pour tous ceux qui n'étaient pas informaticiens. Car ce qu'ont apporté ces nouveaux bons génies, c'est une véritable démocratisation de l'informatique. L'ordinateur personnel apparaît dans un lieu et à une époque de contestation post-hippie et en devient un des symboles les plus flagrants. C'est l'idéal d'une démocratie directe grâce au partage du savoir, des connaissances et de la circulation sans entrave de l'information. En face de cet énorme ordinateur IBM, d'un démiurge qui nous contrôlerait tous, ses précurseurs imaginent un ordinateur petit et simple qui permettrait de communiquer sans contrôle ni entrave et qui changerait notre société dans ses fondements mêmes. Délivrons l'industrie informatique des grandes industries des géants que sont IBM, HP ou Ball. Détruisons les sociétés conservatrices qui nous surveillent tous. Le clip qui présente l'arrivée du nouveau Mac en 84
et réalisé par Ridley Scott, montre bien l'imaginaire de l'époque. L'informatique est une libération. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1980... Dans Jusqu'au bout du monde, de Wim Wenders, le monde est submergé par les images, les drogues, les machines, qui vont même jusqu'à enregistrer et reproduire les rêves. En 99, le monde risque d'être détruit par un satellite. Il sera sauvé par l'alliance des hommes et des machines, incarnée par le personnage principal, qui surveille la Terre de façon bienveillante. Her extraordinary vision had found her a place on their space observatory. She and her crewmates orbited the Earth, watching the oceans for pollution crimes. She stayed up there for 6 months. She spent her 30th birthday in space. Mais une nouvelle ère arrive, celle d'Internet et des autoroutes de l'information. Le rêve d'Internet est de pouvoir partager et propager de façon illimitée tous les savoirs, toutes les données. Avoir accès à Internet, c'est avoir accès gratuitement à n'importe quel bien culturel, n'importe quel savoir. Ce rêve de gratuité et de révolution, Steve Jobs utilisera souvent ce terme dans ses célèbres keynotes, est donc un des fantasmes à l'origine de l'informatisation dans les foyers. Mais dans l'économie de marché américaine, rien n'est gratuit. Comment rendre la production d'ordinateurs, de logiciels, de services rentables alors que le rêve des utilisateurs est celui de la gratuité? Encore aujourd'hui, cette tension existe et les modèles économiques contemporains sont le reflet d'un imaginaire économique encore à venir. La machine était hier au centre du contrôle des flux d'informations. Aujourd'hui, nous en sommes la pièce maîtresse. Cette une de Time reflète bien cet état d'esprit. Vous contrôlez l'ère de l'information, bienvenue dans votre monde. Quel message positif! Les images de la mobilité reflètent ce même état d'esprit. N'importe qui est au centre de ces données, n'importe où. Le périphérique mobile est une extension de notre corps physique. Elle nous permet d'avoir accès à nos données personnelles, de les modifier, de payer ou s'identifier. Un nouvel être, parallèle au nôtre, se forme, une nouvelle identité numérique. De nombreux films ont reflété au cours du temps les fantasmes liés à la mobilité entre liberté absolue et surveillance de tous les instants. Quel meilleur exemple que Minority Report, un film de Steven Spielberg et initialement écrit par Philip K. Dick. L'espoir d'une société libre sera toujours entravé par la peur du contrôle absolu de la société par la machine. À nouveau, la paranoïa s'insinue dans nos esprits. Google ne nous veut-il que du bien? Les descendants de nos figures tutélaires, Bill Gates, Steve Jobs, possèdent aujourd'hui le pouvoir et l'argent parce qu'ils contrôlent les systèmes d'information. Jeff Bezos, créateur et patron d'Amazon, Mark Zuckerberg pour Facebook ou Dick Costolo pour Twitter, sont devenus les nouveaux héros des temps modernes, des startups et de l'invention contemporaine. Ou des anti-héros, possesseurs de nos identités numériques, peut-être. La série anglaise Black Mirror est entièrement consacrée à ces peurs liées à la médiatisation et au vol de l'identité. Je vous laisse donc avec une résurrection numérique des morts permise par le vol systématique des publications de la personne dans les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouveau MOOC.